Dans ce second épisode, avec Patrick Bohard, nous parlons de sa gestion du sommeil sur des courses d'ultra-distance comme le Tour des Géants. Dans cet épisode, vous apprendrez plein de bons conseils pour gérer au mieux cet aspect qu'est le sommeil. Vous verrez également pourquoi Patrick a dû abandonner sur la Gomera et quels sont ses conseils pour gérer au mieux ce moment qu'est l'abandon. On parle également de son livre Itinéraire bis et quelles ont été les motivations qui l'ont amené à écrire ce livre. Et enfin, vous aurez tous les bons conseils de Patrick avec ses multiples aventures durant ce second épisode de l'Instinct Outdoor. Alors si vous n'avez pas pris connaissance du premier, je vous invite à aller l'écouter, il est déjà disponible sur le podcast. Très bonne écoute. Bon, alors je suis avec Patrick Bohard et avec Patrick on a déjà réalisé un premier enregistrement, c'était lors du live Café Trailer, mais une tempête de neige a stoppé notre conversation et donc Patrick a eu des contraintes de réseau, donc si vous n'avez pas eu connaissance de cet échange, je vous invite à prendre connaissance de cette première partie qui est disponible sur le podcast et là on va enregistrer la deuxième partie, on est quelques jours après ce premier enregistrement. Comment vas-tu Patrick ? Très bien. Depuis vendredi, s'est passé pas mal de choses. Il y a eu le week-end, mais il y a eu aussi cette tempête donc qui a commencé le jeudi, mais qui a surtout surtout perduré le vendredi et le samedi avec une belle couche de neige qui est venue s'ajouter à la couche de neige précédente. Donc du coup là, on a un super beau temps, anticyclone et tout après la tempête en fait. Et c'est vrai que là, c'est le décor est grandiose, donc c'est vraiment génial. Et ils annoncent du froid et puis des températures assez basses, donc on devrait être protégé au moins jusqu'à Nouvel An pour côté ski, etc., quoi. Donc c'est génial. Voilà. Donc la saison du ski est lancée. Exactement, ouais, ouais, puis c'est bien lancé sur tous les massifs. Il y a de la neige sur tous les massifs. Là, Jura, c'est magnifique. J'ai réussi à faire un petit coup de skating ce matin là. C'est fantastique. Hein. C'est des décors vraiment de rêve avec le soleil, le froid, la poudreuse, etc. Tout est au top là. Ouais. Ah, c'est des paysages qu'on connaît très mal en Bretagne. C'est vrai que c'est pas vraiment le coin. On a très peu de neige. Hein. Si ça tombe une fois dans l'année et si ça reste plus de 24 heures, c'est exceptionnel. Alors, Patrick, on était sur la fin de notre premier épisode. On parlait du Tour des Géants et souvent sur Ultra, ce qui vient comme sujet de conversation, de questions qu'on se pose, c'est la gestion du sommeil. Alors toi, tu as dû expérimenter cette gestion-là sur le Tour des Géants. Comment est-ce que tu as géré ça ? Oui, alors c'est vrai que le sommeil, c'est un vrai sujet quand on dépasse un petit peu les courses classiques. Classiques, c'est quand même du très long. Par exemple, l'UTMB ou la Diagonale des Fous, où là, il n'y a pas de sommeil finalement. Il peut y avoir des petits coups de moins bien, mais c'est des petites pauses au ravitaillement qui peuvent être des micro-siestes, des choses comme ça. Mais c'est déjà quand on est pas très bien. Mais quand on allonge les distances, comme le Tour des Géants, quand on parle de 3 jours, alors c'est 3 jours pour les plus rapides, hein, mais c'est 6, 7 jours pour les moins rapides. Donc du coup, forcément, on se penche vraiment sérieusement sur le sommeil, parce que c'est très très important. Et du coup, c'est sûr que bon, moi j'ai fait donc comme je le disais auparavant 2 Tours des Géants, hein, en 2013 et en 2015. J'ai eu l'expérience donc du vécu en 2013, où comme j'ai eu quelques soucis en début de course, eh bien, il m'a fallu dormir en fait. Il m'a fallu dormir très tôt sur l'épreuve. Au 50e kilomètre, j'étais malade, donc plutôt que repartir malade et puis traîner ma misère tout le long de la course, moi j'ai décidé très très vite de dormir et ça a été vraiment très très bénéfique. Bien sûr, j'ai perdu beaucoup de place. Il a fallu revenir petit à petit sur le devant de la course. Je finis finalement à la 5e place. Donc je suis ressorti de cette épreuve finalement super satisfait parce qu'en fait j'étais sur le sommeil comme je l'ai pris j'ai pris des temps de sommeil très très rapidement dans la course. Ben du coup j'ai pu me refaire une santé kilomètre après kilomètre.
Et donc, évidemment, j'ai dû redormir à plusieurs endroits pour pouvoir réellement passer ce problème. Parce qu'en fait, c'était un problème gastrique au départ, avec une grosse erreur. Alimentaire. En fait, je me suis nourri. J'ai pris une dose de protéines en fait que j'avais pourtant testé à l'entraînement, mais alors est-ce qu'il y a eu un problème avec je sais pas, peut-être que c'était pas pourtant c'était operculé et tout, mais est-ce qu'il y a eu un problème enfin, je sais pas, de conservation ou je ne sais quoi. Du coup, j'ai été malade immédiatement après la prise et du coup, j'ai vomi, enfin tout ça, et ce qui fait que j'ai été arrêté longtemps sur plusieurs ravitaillements en début de course sur les 150 premiers kilomètres du Tour des Géants qui en compte 330. Donc du coup, il a fallu se refaire la cerise suite à ça. Donc là, j'ai dormi quand même pas mal de temps sur cette première édition. Donc on va parler plutôt du Tour des Géants 2015, puisque ensuite, bien sûr, quand tu te connais un petit peu mieux par rapport à ça, ben, tu peux mettre en place des choses. Donc, comme je disais jeudi, moi, en fait, sur le Tour 2015, j'ai programmé en fait des pauses d'endormissement en fait sur tous les points bas. Alors après, ça aussi, c'est un sujet parce que sur un Tour des Géants, on peut calculer tout ça, mais est-ce qu'on va dormir plutôt en altitude, plutôt sur les bases de vie, plutôt là où il y a un peu de bruit, mais que le confort est un petit peu plus euh, optimisé sur les bases de vie, ou alors plutôt au calme dans les refuges de montagne où là tu peux être seul ou même ou à deux, enfin. Mais là tu auras plus de calme, mais par contre tu auras plus de comment dire, bah, il faudra faire autrement, c'est-à-dire que sur les bases vie, eh ben, on peut bénéficier de changements de vêtements, etc. C'est beaucoup plus commode. Donc là, on peut par exemple manger, puis ensuite se changer, manger, puis ensuite dormir directement derrière. Donc là, il y a du confort. Par contre, si on dort en altitude, eh ben là, on arrive, on n'a que ce qu'on a dans le sac et il faut gérer ça. Donc, il ne faut pas prendre de coups de froid. Donc, c'est un sujet aussi, c'est un vrai sujet ça. Donc, de savoir comment on va optimiser tout ça. Donc moi, je suis parti sur dormir tous les 50 kilomètres, donc avec des temps d'arrêt de une vingtaine de minutes à chaque fois. Donc et il s'est trouvé que ça me correspondait très très bien par rapport à ça. Et puis dans les intervalles, en fait, moi j'ai mis en place un petit, alors moi j'appelle ça des micro-siestes. On m'entend ou pas là? C'est bon? Oui, je t'entends. D'accord. Ouais, ouais, parce que là, je me méfie. On s'est fait avoir plusieurs fois jeudi. Donc, Non, t'inquiète pas, il devrait pas y avoir de problème. et donc, moi, j'appelle ça des micro-siestes. Mais en fait, alors moi, j'ai quand même j'ai appris beaucoup avant de faire le Tour des Géants par des personnes qui l'ont fait et qui se sont vraiment penchées sur sur le problème, pardon. Je pense à Grégoire Millet en particulier, qui l'a fait il y a quelques années déjà, hein, et donc lui, il avait vraiment calculé. Alors, Grégoire, c'est quelqu'un, il a une approche très scientifique, donc c'était hyper intéressant d'avoir ses ressentis. Donc, et lui, il avait mis vraiment en place quelque chose d'assez solide. Il n'était pas parti sur le Tour des Géants comme ça, sans réfléchir. Et donc, moi, je me suis servi pas mal de ces conseils. Et c'est vrai que alors, la première chose qu'il faut éviter, alors si j'ai un conseil à donner hein, par rapport au sommeil sur des distances longues comme ça, c'est de ne jamais dormir en dehors d'une structure chauffée ou enfin jamais dormir à l'extérieur. Parce que ça, c'est hyper important. Là, on a vu, par exemple, sur certaines courses, des gens qui se garent à côté du sentier, qui sortent la couverture sur vie, puis qui se mettent dedans, et puis qui s'endorment comme ça, et puis on voit ce que ça donne derrière. En général, c'est souvent des gens qui abandonnent très très vite, quoi. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de jamais faire ce genre de plan, même si on est fatigué, ne jamais se coucher par terre pour dormir quelques instants, surtout dans des parties nuit ou alors dans des conditions où la météo est quand même. Parce que là, on peut avoir vraiment du froid, on peut tout avoir un sur le Tour des Géants, on peut avoir de la neige, etc. Du coup, on risque l'hypothermie et puis Bah, les problèmes complètement, oui. digestifs associés. Enfin, Oui, oui, et puis là, c'est super dangereux, hein, parce que tu t'endors, tu peux même, à la limite, ne jamais te réveiller, hein. Moi, j'ai vécu ça sur le Grand Raid des Pyrénées, bah, l'année où j'ai gagné. Donc moi, j'étais à un moment donné derrière un gars. Alors,
je vais pas donner son nom, mais on était à 30 kilomètres de l'arrivée. Il a eu un vrai coup de moins bien. Il s'est couché sur le bord du sentier et moi je l'ai passé, je l'ai pas vu. Et après, c'était la panique à bâbord au niveau des organisateurs pour retrouver. Alors, heureusement, on avait quand même quelques infos sur où se trouvait ce gars-là. Et donc, ils l'ont retrouvé. Mais ça peut être dramatique. Et là, il faisait un temps abominable. Il pleuvait. Franchement, c'est quelque chose qui est vraiment à éviter. Donc, du coup, voilà. Moi, je me suis dit, voilà. Donc, tu calcules ça comme ça. Donc, tes temps d'arrêt, c'est plutôt dans les bases vies. Donc après, moi j'avais, comme je le disais jeudi, j'ai tout noté. Hein. Donc moi j'avais Virginie qui m'assistait, qui me disait, bah là tu dors tant, tu vas, là tu te changes, tu mets ça, on prévoit tel temps. J'avais quand même pas mal d'infos, donc je pouvais réellement m'organiser autour de ce que j'avais noté au départ. Et puis entre ces points-là, donc moi j'avais mis au point un petit quelque chose pour me permettre d'aller au moins sur la base vie suivante sans avoir en ayant toujours un petit peu d'énergie. Donc moi, en fait, ce que je faisais, c'est des micro-siestes debout. Donc je me suis inventé un petit système qui fait qu'en fait, je m'endormais debout. Alors donc c'est tout un petit protocole en fait. Donc j'explique parfaitement dans mon livre d'ailleurs où en fait je fais ça avec des bâtons et donc il y a donc une première phase où je ferme les yeux, donc bien sûr je suis à l'arrêt hein, avec les deux bâtons bien crampés au sol et en fait je m'endors très rapidement. Alors là c'est bien sûr c'est quand on est quand même très fatigué, qu'on a vraiment les yeux qui se ferment, etc. Que le sommeil nous gagne, hein, c'est terrible. Hein, ça, c'est des passages où ça te prend comme ça en 5 minutes. Tu es dans une grande fatigue et il n'y a pas moyen, il faut que tu t'arrêtes. Quoi. Donc, le fait de rester debout, déjà, bah, et puis donc de s'endormir debout, tu sais qu'à un moment donné, il y va avoir un relâchement musculaire qui va faire que bah, tu vas basculer, tu vas tomber. Quoi. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans ces micro-siestes, là, c'est que ça dure une quarantaine de secondes, jamais plus, entre 40 et 45 secondes. Alors, il y a tout des phénomènes qui reviennent à chaque fois. Alors, je ne vais pas non plus expliquer exactement, mais déjà, quand on s'arrête comme ça, quand on court comme ça, et puis qu'on s'arrête de but en blanc comme ça, on a un mal-être, c'est-à-dire, moi, en tout cas pour moi, une envie de vomir qui est incroyable, mais qui dure pas longtemps, hein, qui dure 5-10 secondes. Et puis ensuite, voilà, le bien-être, il vient, donc on ferme les yeux. Et alors, après, il y a une espèce de flou qui se pointe là avec j'ai des visions de losanges, enfin des trucs comme ça. Et ensuite donc bon, j'appelle ça la perte de connaissance, mais en fait c'est on s'endort quoi. Donc du coup ben on s'endort. Et puis donc il se passe une 30-40 secondes avant que le corps bascule puis que les bâtons retiennent le corps. Et donc là on se réveille. Et puis, bah, il y a un regain d'énergie qui est incroyable. Alors, au bout de 45 secondes, c'est un truc c'est extraordinaire. En tout cas, moi, ça marche super bien pour moi. Et ça me permet en fait de repartir, mais d'un bon pas, quoi. Incroyable. Hein. Une minute Et pour après. combien de temps? Alors, voilà. Donc, alors en 2013, alors, c'est pareil. Moi, je sépare vraiment les deux, le Thor 2013 avec le Thor 2015, parce que ça s'est pas du tout passé de la même façon. Donc en 2013, j'avais beaucoup de fatigue, donc dû à ce problème gastrique, etc. Donc des vomissements, et ce qui fait que en fait le corps, bah, il est à la ramasse, hein, et c'est clair. Donc là, comme il est à la ramasse, immanquablement le sommeil te gagne. Donc moi, j'ai peut-être fait, alors je ne les ai pas comptés, hein, mais j'en ai peut-être fait 40 de micro-siestes sur la première édition du Thor des Géants. Pour Ah oui. entre les pauses vraiment de 20-25 minutes, même j'ai même fait une pause de 50 minutes à un moment donné pour dormir, me refaire un petit peu aussi tout ce qui était au niveau stomacal, hein, pour refaire tout ça, la flore, etc. Et ça a mis du temps, je pouvais pas m'alimenter, donc je buvais de l'eau. Enfin, il a fallu faire tout un processus, en fait, lancer tout un processus pour se refaire la cerise, quoi, en fait. Hein. Et donc, du coup, ces micro-siestes, elles me permettaient de continuer à avancer comme ça et puis de gagner à chaque fois les ravitaillements et puis de gérer aussi les ravitaillements comme il faut, voilà, comme ça. Et donc, alors, par contre, au Thor 2015, je n'ai fait aucune micro-sieste parce que j'en ai pas ressenti le besoin. Parce que là, le corps était, voilà,
j'étais bien, quoi. Bon, alors après, je parle pas de la fin du Tour 2015, hein, qui a été catastrophique sur les 30 derniers kilomètres, mais sur les 300 premiers kilomètres, c'était vraiment extraordinaire. Donc voilà, le sommeil, c'est vrai que moi, bon, ben, entre 2013 et 2015, il y a eu une mise en place assez, comment dire, une approche assez scientifique en fait de la manière dont je fonctionne pour pouvoir faire un tort des géants finalement en 2015 réussi, sauf je mets vraiment en aparté les 30 derniers kilomètres qui ont été où là je plonge totalement, je me fais rattraper d'ailleurs, je finis seulement avec 24 minutes d'avance alors que j'ai 3 heures d'avance à 30 kilomètres de l'arrivée. Mais voilà, c'est donc ça c'est les 30 kilomètres, les 30 derniers kilomètres se sont très très mal passés. Et alors, qu'est-ce qui a justifié ton choix de faire des siestes dans les bases vies plutôt que sur les refuges en altitude? Ouais, alors ça c'était ouais, moi je suis vraiment sujet au refroidissement. Donc moi pour moi monter à 2005 et puis avoir juste parce que c'est vrai que finalement on n'a pas grand-chose dans le sac, hein, même si au niveau matériel obligatoire, voilà, on a un change complet mais c'est tout quoi. Et après il faut imaginer qu'en 2000 les deux éditions que j'ai faites, moi en fait moi le temps était abominable, hein, sur les deux torts que j'ai fait, j'ai vu la neige, le tort 2015, c'est de la pluie à 90% sur l'ensemble de la course, quoi. Truc de fou, hein. Ah oui. Oui, oui. Donc après, l'idée de partir comme ça, donc d'une base vie où tu es à, en général, 600-700 mètres d'altitude, voire même plus bas, hein, Donas, c'est 400 mètres d'altitude. Et puis de monter à 2005 et puis de te dire, bah, je vais plutôt dormir à 2005 plutôt que là où il fait bon à 400 mètres dans des vrais, finalement dans une base vie où il y a tout, où c'est chauffé, ou tout ça, plutôt que de dormir voilà, en dortoir là-haut, alors que tu arrives, tu es trempé, hein, t'es trempé, donc tu n'as plus qu'un change. C'est-à-dire que tu arrives, tu es trempé, si tu veux dormir, immanquablement, il faut te changer, hein. Tu peux pas dormir trempé, tu repars pas, quoi. Sur un tort Hmm. déjà que le corps est déjà, tu vois, c'est quand même, c'est chaud, hein, au niveau de l'énergie et tout ça. T'as pas intérêt de mettre encore des difficultés en plus au corps pour que, voilà, donc voilà, il faut d'abord se changer. Donc après, t'as plus rien. Donc tu remets tout le mouillé, tu le remets dans ton sac. Le sec, tu l'as sur toi, puis ensuite tu repars. Et si jamais il t'arrive encore une bricole derrière, parce que des fois, le tort des géants, c'est 8 heures sans voir personne. C'est entre un point et un autre, il peut se passer 8 heures. Donc 8 heures, Ouais, et puis 8 heures pour, énorme. 8 heures pour Oui, ceux oui, qui sont devant. oui, oui, Et ça peut donc être. pour. Donc voilà, tout ça, tu vois, c'est vraiment le tort des géants en fait, c'est c'est euh, c'est de la gestion, mais il faut vraiment réfléchir à l'épreuve. Et puis tu t'aperçois que la moindre erreur, c'est souvent c'est enfin ça peut conduire à l'abandon. Franchement, hein, moi j'ai des témoignages de copains qui ont abandonné pour une bêtise terrible, quoi. Toi, tu t'arrêtes trop longtemps sur un ravito, tu repars, t'as tout de suite, et il peut y avoir des vomissements tout de suite, hein, parce que en fait, tu te rends pas compte, tu es dans un espace chaud comme ça, tu es mouillé, mais tu te dis, ouais, bah non, bah, je me change pas, là, ça va aller. Tu repars, et tu t'aperçois que tu fais 1 kilomètre et là, tu es très très mal, quoi. Tu as envie de vomir, toi. Et là après, et après, là, faut récupérer de tout ça. Et puis, comme tu es un petit peu, tu vois, tu es toujours un petit peu sur le fil, sur des courses comme ça, hein, parce que c'est tellement long, c'est tellement, voilà, il peut t'arriver tellement de choses que tout est un petit peu je vais pas dire à calculer, mais il faut pas faire, alors, immanquablement, on fait des erreurs, hein, mais il faut en faire le moins possible. Ça, c'est clair. Mm. Et alors, c'est difficile de faire des généralités, mais qu'est-ce que tu recommanderais d'avoir vécu comme type d'épreuve avant de s'engager sur ce genre de course? Euh, Moi, je dirais que c'est pas forcément des courses en fait. Je pense que les gens qui s'en sortent le mieux en fait sur des courses longues comme ça, hein, c'est souvent des gens c'est des baroudeurs, des gens qui traversent des massifs, qui ont beaucoup d'autonomie, qui peuvent vraiment passer même du mauvais temps en ayant ce qu'il faut dans le sac, qui peuvent faire des mini bivouacs mais dans un certain confort.
C'est tout des gens comme ça. Alors il y en a plein, hein, des gens comme ça qui peuvent. Mais ouais, parce que finalement, bon, c'est toujours pareil. On fait un UTMB et on se dit après, on va faire le Tour des Géants. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même épreuve. Même au niveau de la. Si on part à la même vitesse, par exemple, tu vas au casse-pipe, quoi. Même à haut niveau, hein. C'est pas les temps, les temps, la gestion enfin de tout ce qui est montée, descente, la vitesse en descente. Tu peux être très bon descendeur. Si tu descends à ton niveau dans les premiers cols du Tour des Géants, eh ben, tu finis par l'épreuve. C'est-à-dire que tu es en gestion, il faut diminuer ta vitesse. Les ascensions, il faut s'obliger à diminuer sa vitesse par rapport à des épreuves comme un 100 miles, par exemple. Sinon, c'est impossible. C'est impossible pour n'importe quel coureur, hein. C'est obligatoire, quoi. Parce que là, tu passes pas à 330 km. C'est pas possible. Donc après, c'est vrai qu'il y en a qui disent, parce qu'ils ont une approche, enfin, ils ont peut-être pas non plus pratiqué ce genre d'épreuve. Dans le haut niveau, moi, j'ai souvent entendu dire, bah, c'est simple, hein, t'as qu'à faire un 100 miles, puis ensuite tu passes une nuit complète, puis tu fais le lendemain un deuxième 100 miles. Ça pourrait s'entendre, hein, ça, hein, de dire le Tour des Géants, bah, finalement, je vais jusqu'à Donas, donc le Donas c'est kilomètre 160, je passe une vraie nuit à 6-7 heures, je dors 6-7 heures, et je repars le lendemain, et je fais la même chose que la veille. Mais ça marche pas comme ça. Non, non, mais si, ben, on peut avoir, bien sûr, parce on n'a pas vécu ce genre de choses, donc moi, je commence à avoir un peu de bouteille par rapport à ça. J'ai fait la Swiss Peak 360, j'ai fait 2 fois le Thor. Voilà, j'ai une expérience sur le très très long comme ça. Donc, vaut mieux aller faire des sentiers de randonnée type GR20, tu te fais l'aller-retour, des traversées de massifs, plutôt que de se dire je coche ce trail-là, ce trail-là, ce trail-là, et après j'y vais, quoi. C'est ce que tu recommanderais. Oui, après, moi, je pense qu'il faut plus se jouer sur ses expériences personnelles. Comment tu fonctionnes, toi? Alors après, mais tout est important, hein, comme je disais tout à l'heure. Ben là, si tu fais, par exemple, tu fais la traversée des Alpes tout seul avec un sac à dos, mais c'est évident que au niveau l'expérience va être extraordinaire pour celui qui connaît pas. Donc après, ben, cette personne-là, il peut très bien se projeter sur un Tour des Géants l'année suivante ou 2 ans après. Si ça lui correspond, s'il a cette faculté d'adaptation, et puis l'envie aussi, hein, il faut avoir envie, hein, de faire des trucs longs comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est le moteur, hein. Moi, ça me fait rêver. Moi, quand je vois un dénivelé comme ça, la première fois que j'ai vu ça, le Tour des Géants, je me rappelle, c'était sur l'UTMB. Alors c'était en 2011. Et donc c'était le fameux UTMB qui a été arrêté au Contamine, il pleuvait tant, et donc on nous a arrêtés au 35e kilomètre, et l'épreuve était terminée alors que tu venais de partir, quoi. Et d'un coup, de but en blanc, on te dit, bah non, l'UTMB, ça se stoppe au Contamine, terminé. Donc l'épreuve terminée, on s'est tous retrouvés, on était vraiment tous abattus, hein, par le fait que se soit arrêté. Et moi, je tombe sur un prospectus du fameux Tour des Géants. Alors c'était peut-être la première ou la deuxième édition. Et je tombe sur ce prospectus et de colère. Je me dis, je dis à Virginie, oh, maintenant inscris-moi sur cette course-là. Elle avait lieu 10 jours après, mais j'avais pas réfléchi en fait, parce que j'étais un petit peu dans le fait encore dans l'abandon, enfin pas dans l'abandon, mais le fait que l'UTMB soit arrêté. J'étais tombé sur ce prospectus et là, enfin, cette bambée, ça me faisait envie, quoi. Après, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, ouais, bon, ça se prépare, hein, ça, c'est pas comme ça. Mais je me souviens être tombé sur un prospectus du Tour des Géants qui avait lieu bah, quelques semaines après cette fameuse édition qui avait été arrêtée pour cause de mauvais temps. 2011, mais qui avait été reconduite le lendemain. Et moi, j'avais repris le départ le lendemain. Là, je raconte tout ça dans mon livre. Et on passe une nuit, enfin, extraordinaire entre une communauté de Jurassiens. On se retrouve en fait la nuit où on ne sait pas en fait qu'il va y avoir la reconduite de la course le lendemain. Et donc, il se passe plein de choses cette nuit-là. Et donc, alors, je vais repartir avec mon copain Thomas Agiron, on faisait partie du team ASICS à l'époque. Et puis, donc, on va repartir le lendemain avec un coup de fil du team manager en plein milieu de la nuit, en nous expliquant que la course repartait le lendemain matin. Mais nous, on n'était pas très chouette à voir, hein. Le lendemain, c'était compliqué, quoi. Mais en fait, ça, c'est des souvenirs. Mais pour en revenir au Tour des Géants, oui,
En fait, c'est ce prospectus qui m'a mis la puce à l'oreille pour que je me projette un petit peu quelques années plus tard sur des épreuves vraiment très longues, quoi. Mmh. Ah, c'est sûr que c'est le nerf de la guerre, l'envie, hein, comme tu l'as dit, s'il y a pas ça, si ça fait pas rêver comme ça, rien qu'à voir le projet sur le papier, ça peut pas fonctionner. Qu'est-ce qui t'attire toi dans justement dans ces épreuves de très, très longue distance et durée, du coup? Bref, il y a beaucoup de choses. Le Thor des géants, c'est moi quand je vois des images du Thor des géants, là c'est moi je suis l'épreuve bien sûr. D'ailleurs, je suis invité chaque année, hein, je pourrais y aller chaque année, hein, mais c'est pas le but, hein. Mais moi, ça me fait rêver en fait, parce que là le bon, il y a un côté un petit peu, moi j'aime bien les côtés un peu historiques en fait, parce que bon, le Tour des Géants en fait, c'est le Tour du Val d'Aoste. Ça vient pas de, ça c'est pas de, ça a pas été pondu hier en fait. C'est un tracé qui est très ancien. Donc tout ça, ça participe aussi à mon envie de faire les choses, quoi. C'est-à-dire que ouais, alors on traverse c'est toute une région, le Val d'Aos, c'est des habitants, il y a une culture aussi qui est très proche de la nôtre puisqu'ils parlent quasiment tous français, et puis ils sont fiers en fait de leur appartenance, tout ça. Et ça, c'est peut-être la première chose qui m'attire moi quand je vais faire une course. C'est-à-dire que moi je fais pas, ouais, on parlait de la Gomera un petit peu, on en a parlé un tout petit peu jeudi passé. Là. C'est voilà, quand je me suis inscrit à la Gomera, j'ai vu l'environnement et tout ça. J'ai regardé un petit peu le tracé et tout ça. Et moi, traverser une île comme comme ça me plaît. Et puis après, je choisis les courses aussi pour leur intérêt. La beauté des paysages, il y a aussi tout ce qui est la culture qui va autour. Il y a des épreuves où il y a beaucoup de vieilles pierres, il y a beaucoup de, l'homme est passé par là pour construire des sentiers. Sur le Tort des Gens, par exemple, il y a des kilomètres des fois où tu cours sur des dalles et t'imagines les gens qui ont construit ça il y a plus d'un siècle, juste avec leurs mains, un truc c'est délirant quoi. Dire, tu vas en montagne, il y a des fois, là, il y a la nature et puis il y a aussi la main de l'homme qui est venu là. Souvent, il y a très longtemps. Et puis après, il y a les refuges, il y a toutes ces ambiances, moi que j'adore. Donc ça me fait rêver. C'est vraiment, et c'est aussi pour ça que je continue à. Parce on me dit toujours, ouais, mais toi, qui retape, tu fais de la résistance, t'es le papy qui fait de la résistance. C'est pas vrai. Moi, je m'en fous en fait de ça. Moi, j'y vais au plaisir. Je veux dire. Là, je suis en train de voir, j'en parlais avec Manon, ma fille, elle était là hier, parce que quand elle a vu la neige, elle a rappliqué au chauffe-eau, bien sûr. Et on parlait des courses qu'on allait faire voilà, en 2022, mais en fait, nous, c'est à l'envie, quoi. Je veux dire, alors on est là, c'est marrant, on est comme deux gamins, quoi, parce on a envie de tout faire, et puis en fait, il faut choisir, hein. On fait de l'ultra, donc on va pas mettre. Moi, je m'appelle pas Christophe Le Sceau, ou les gens qui courent toutes les semaines. Moi, je peux pas, hein. Mais donc moi, je mets du temps entre deux courses, voilà. Donc moi, voilà, je vais cocher des courses, mais je vais en cocher trois ou quatre, quoi. Ça, ouais. Voilà. Donc c'est l'envie, oui, tu as raison, exactement. C'est quand même Et l'envie. alors justement, tu parlais de la Gomera. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette course, qui s'est passé, pas comme tu l'imaginais? Ouais. Alors oui, c'est vraiment dommage parce que et tout était réuni pour que parce que j'ai bien aimé en fait. Moi, voilà. Alors moi, on m'appelle itinéraire 10 parce qu'en fait j'ai vraiment une tendance à me paumer. Alors, il y a beaucoup de choses hein, dans le livre qui tournent autour de Itinéraire bis. D'ailleurs, le nom Itinéraire bis, il m'a été donné par Ludovic Collet, donc le speaker de l'UTMB, bien connu Ludo, la voix du trail. Qu'on salue. Et alors, il me l'a donné à l'arrivée d'une course, la 6666, qui malheureusement n'existe plus maintenant, qui était une course organisée par Anne et puis Antoine Guillon, donc un couple donc, qui organisait d'ailleurs une épreuve extraordinaire. Hein, moi, j'ai eu la chance de la faire. Alors, il s'est passé une tonne de choses sur cette course-là quand je l'ai faite, mais je la raconte d'ailleurs dans le livre aussi. Mais il se trouve qu'à l'arrivée, il m'arrive un truc. Alors, je me paume un peu, et puis là, depuis ce jour-là, c'est Ludo Collet qui m'appelle itinéraire bis, voilà, parce que j'ai une forte propension à me perdre.
et même quand c'est hyper balisé, quand c'est pourtant il suffit de suivre, moi j'arrive quand même à me perdre un petit peu. Alors, donc voilà, même C'est beaucoup. parce que tu dois faire des micro-siestes en courant? Ouais, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ouais, avant, je traversais. Ouais, enfin, j'ai toujours couru un petit peu. Moi, le fait de courir, en fait, c'est souvent, je pars et puis ensuite, au bout de 10 minutes, je sais même plus que je cours. Alors, il y a pas mal de gens qui sont comme ça. Moi, je suis pas le seul, hein, mais j'ai réellement ce. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un problème ou pas? Je m'évade en fait. C'est-à-dire que après, c'est devient une mécanique qui fait qu'en fait, des fois, je me réveille presque en courant en me disant merde, mais je suis où? Il est quelle heure? Voilà, non, mais c'est grave. Alors, je sais qu'il y a d'autres personnes, c'est un peu comme moi, un peu tête en l'air, qui fait que, en fait, ouais, peut-être que le sport, en fait, c'est aussi quelque part pour moi un moyen de m'évader, de sortir totalement de la vie des hommes, quoi. Je sais pas, il doit y avoir quelque chose comme ça. Donc du coup, ben, il m'arrive d'être sur un parcours avec pourtant des balises. Et ben, à un moment donné, ben, je pars à gauche ou à droite, puis j'oublie les balises, donc je cours, et puis tout d'un coup, je m'aperçois que ben, donc, je suis plus sur le parcours, quoi. Et donc, alors, pour en revenir à la Gomera, donc je me suis dit, allez, je vais faire cette course-là et je vais donc utiliser mon GPS un GPS qu'on vient de m'offrir d'ailleurs. Et donc je me suis dit, maintenant, voilà, je vais prendre la course comme elle est. Et donc la Gomera, la particularité de cette course, c'est qu'en fait, elle n'est pas balisée. Donc je me suis dit, là, c'est une super occasion en fait de rester connecté à la course et de pas trop t'évader, puisque de toute façon, ta montre, à chaque fois que tu vas te tromper, elle va te sonner pour te dire que tu es trompé de parcours, hein. Parce que maintenant, les montres, enfin, moi j'ai une montre extraordinaire, hein. On m'entend ou C'est pas? quoi? Oui, oui. Alors, C'est quoi comme modèle? c'est une Garmin. Et donc, du coup, ben, donc j'ai quand même testé avant d'aller à la Gomera, hein. Bien sûr, j'ai fait pas mal de séances et tout ça, et c'est extraordinaire, hein. Alors, tu prends un parcours et puis tu fais. Bon, alors, si tu te trompes de 20 mètres, tout de suite, ta montre, elle émet une sonnerie particulière qui fait que tout de suite, on te dit, ben non, t'es pas sur le bon, donc tu retour. Donc voilà, donc après, ouais, j'ai testé tout ça, donc du coup, ça limite fortement le fait de sortir du parcours. Donc je me suis dit, la Gomera, c'est un truc pour toi. Tiens, allez, tu vas essayer de faire cette course-là. Donc il n'y a pas de balisage et tu vas essayer de te concentrer sur le parcours et tout ça en essayant de gérer au mieux. Et donc au-delà de ça, c'est une course donc non balisée, mais avec vraiment, il faut que tu sois une grosse autonomie entre les points, parce que tu as, bah, par exemple, entre le premier et le deuxième ravitaillement, 44 kilomètres à faire pour retrouver la première base vie. Donc 44 kilomètres, en sachant que c'est extrêmement technique, hein. Ça va très très lentement, hein. Les descentes sont hyper techniques. C'est vraiment. Enfin, moi, j'ai adoré, hein. Mais c'est très minéral. Alors voilà. Et donc, du coup, ben voilà, on est parti. On était un petit groupe. Alors, il y avait des Espagnols au début avec moi. Et puis, on était un petit groupe de quatre. On prenait des relais. C'était génial. Alors, c'est bien parce qu'en fait, comme c'est pas balisé, ben, c'est différent d'une course classique parce que euh, comment dire, les gens qui sont autour de toi, ça devient des alliés en fait. On prend des relais. Alors toi, tu prends un bout de relais, tu fais 3-4 kilomètres, puis ensuite, ça en a un autre. Et c'était génial. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et du coup, ça permet aussi de discuter davantage, puisque es là aussi euh, pour t'entraîner, parce qu'en fait, il faut quand même il faut avancer, il faut optimiser tout ce que tu fais. Donc, et ça, c'est sympa. Et donc, alors, voilà, c'est parti en vrille parce qu'en fait, moi, j'ai fait une petite chute, mais pourtant mais insignifiante, hein, sur le kilomètre 13. Là, je traverse une route, alors j'étais un petit peu en avance par rapport à mes trois coéquipiers. J'avais peut-être une cinquantaine de mètres d'avance, mais c'était pas j'avais pas l'intention d'aller plus vite que ça. Mais oui, il s'est trouvé que, bon. Et puis, je suis tombé. Alors, je suis tombé sur la main droite, je me suis ouvert un peu le doigt, et puis je me suis relevé, je me suis dit, ouais, bon, c'est pas bien grave. Et donc, je suis reparti, et en fait, il y a une douleur qui est apparue au niveau du sacrum derrière, donc au niveau du bas du dos. Et au fil des descentes, en fait, ça devenait vraiment insupportable. Et donc, à la mi-course, donc il y a un Italien qui est revenu de l'arrière, et donc lui,
il est, réellement, il a réellement accéléré. Et puis donc, moi, j'ai décidé de le suivre. On est partis les deux. Et là, pareil, on s'est super bien entendu entre le 44e et puis le 94e, là où j'abandonne d'ailleurs. On s'est vraiment bien entendu et bon, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis en plus, un mec super sympa et tout. Et donc du coup, bah, ouais, au 87e, donc il restait 7 kilomètres de descente. Avant que j'abandonne, il y a eu cette descente donc de 7 kilomètres qui a été, qui a été, qui a fait que en fait je pouvais plus continuer la course quoi. Trop de problèmes au niveau du dos, c'était ingérable. Ah, ça Donc aurait peut-être pas été raisonnable de continuer, quoi. non, c'était impossible. C'était même Mmh. pas raisonnable, c'était parce que j'ai essayé, hein, je suis reparti, hein, j'ai pas lâché le morceau comme ça. Donc au 94e, alors bien sûr, je savais pas trop comment gérer le truc. Il y avait personne, il y avait pas de kiné, pas de médecin, rien du tout. Donc moi j'ai décidé il y avait Virginie qui était avec moi, donc moi j'ai décidé dans un premier temps de dormir, surtout pour réfléchir en fait, pour me dire que je pourrais finir cette course-là. Et donc j'ai dormi 20 minutes, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc Virginie m'en a rajouté 10, donc j'ai dormi finalement 30 minutes. Et puis après je suis reparti, mais j'ai fait 1 kilomètre sur le col suivant. Et en fait, c'était impossible de continuer. Mmh. Il restait plus de 100 kilomètres. J'étais à peu près à mi-parcours, un peu plus. Il restait un peu plus de 100 kilomètres et c'était ingérable. Impossible de continuer. Et du Tu coup, as eu, souvent à abandonner lors de tes différents trails auxquels tu as ouais, pu participer? malheureusement, en tête de course, malheureusement plusieurs fois. Là, j'étais en tête avec donc l'Italien. La course qui m'a fait mal, en fait, c'était aussi le Verbier-Saint-Bernard. Donc, c'était il y a quelques années. J'étais encore dans le Team ASICS et j'étais à peut-être 15 kilomètres de l'arrivée, dans la descente sur Lourtier. J'ai pris une énorme boîte. Je me suis fait récupérer par un chasseur d'ailleurs, parce que je pouvais plus marcher, plus rien. Et j'avais presque 1 heure d'avance sur le deuxième. Donc ça fait mal. Ouais. Et alors comment tu as géré ces abandons? Ben, moi, après, je vais dire, on va dire que je les gère de mieux en mieux, parce qu'après, bon, le côté résultat, maintenant, c'est un petit peu secondaire, mais c'est vrai que Verbier, ça m'a fait mal, parce qu'en fait, ben, j'étais dans le team ASIC, donc j'étais un petit peu bon, faut pas dire en début de carrière, parce que allez, j'avais déjà 50 balais presque, donc du coup, mais si tu veux, voilà, après, parce que j'ai connu énormément hein, d'abandons sur blessure, puis ouais, enfin, ouais, je raconte pas mal dans mon bouquin. Il y a des choses assez terribles. Mais bon, c'est comme ça. Mais je pense que Verbier, c'est la course qui m'a fait le plus mal, en fait. Ouais, c'est cet abandon-là, parce qu'en fait, c'était parti pour être. Parce que Verbier, voilà, à l'époque, enfin, même maintenant, hein, ça reste une course quand même avec. Ouais, avec du. C'est une belle course une belle course à gagner, en tout cas. Et donc, c'était. Une de mes premières grosses, un de mes premiers gros ultras et j'étais super bien sur cette course-là et voilà. Mais après c'est des erreurs, donc c'est des erreurs. Hein, après c'est de ma faute. Hein, et mais c'est comme ça. C'est vrai que non, c'est dur à digérer. C'est dur à digérer et on met quelques temps avant de s'en remettre. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui t'a aidé à t'en remettre? Bah, après, moi, je suis pas quelqu'un de bileux, hein, je veux dire, après, n'importe quel abandon est difficile pour tout le monde, hein. Après, on abandonne sur blessure, mais on peut aussi abandonner parce que, je sais pas, on est malade, après, voilà. Mais c'est toujours, oui, oui, non, mais je pense que pour tout le monde, les abandons, parce qu'on a toujours, on culpabilise toujours un petit peu en se disant est-ce qu'on aurait pu continuer, et on se rassure après, enfin en tout cas pour ma part, aussi bien Verbier que La Gomera, là j'étais battu quoi. J'ai dit t'es battu, La Gomera, j'aurais pas pu, je pense monter le col suivant. J'étais en deux. J'en ai parlé d'ailleurs à Julien Chaurier. Je l'ai eu au téléphone peu après. J'ai souvenir de Julien qui termine la hard rock avec le dos totalement. Il finit comme un petit papy. Et donc, tu sais,
sur le sur cette course-là, tu vas embrasser le panneau à Hmm. l'arrivée. Je sais pas si tu as déjà vu ces images extraordinaires. Et Oui, on voit, alors si tu as l'occasion de voir ça, on voit Julien qui arrive, mais réellement, mais oui, oui. mais c'est énorme, c'est énorme. J'ai vu ces images, effectivement. Il est cassé en deux, mais on voit plus que ses pieds, hein. Et il arrive et il embrasse le panneau, moi. Et moi, ça me met presque les larmes de voir ça. Parce qu'il a dû, ce jour-là, se mettre à envoyer. Moi, j'aimerais bien qu'il me raconte vraiment les détails de cette course-là, mais franchement, ça met les poils, quoi. Tellement c'est incroyable, quoi. Mm. Eh Mais il y ben a des écoute, fois, il y avoir, tu viens de lancer une invitation. J'ai encore jamais reçu Julien, donc ah ben Julien, il aura énormément de choses à te raconter parce que lui aussi, il est arrivé à un tas de choses extraordinaires. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais bon, eh ben écoute, très bien. C'est vrai que l'abandon, c'est toujours quelque chose de particulier à gérer et puis, chacun s'en remet un petit peu, comme il peut. ouais. Tu nous as beaucoup parlé de ton livre, sans trop en dire parce que j'imagine que tu as envie de garder la surprise pour tous les futurs lecteurs. Mais, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à écrire ce bouquin? Comment est-ce qu'il est né? Et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce qu'on y trouvera dedans, sans évidemment dévoiler, le contenu, précisément? Oui, alors ouais, je disais que donc au niveau du livre, donc là, j'étais pas du tout. Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui. Enfin, j'ai écrit. Alors, il y a longtemps, il y a vraiment longtemps. Je vais revenir quelques instants là-dessus. J'ai fait de la musique, donc après, on parlait du saut à ski. J'avais deux passions en fait. J'avais le saut à ski à un moment donné, et puis la musique. Et puis je suis parti côté musique à un moment donné. Voilà, donc très sérieusement d'ailleurs, parce que monter un groupe où on était quasiment pro hein, pendant un moment. Il faut voilà. Donc après c'était bien sûr des petits pros, hein, donc mais on naviguait, on avait quelqu'un qui s'occupait de nous, on faisait des dates un peu partout, on bougeait pas mal donc on faisait ça de manière très sérieuse. Et moi j'écrivais, à ce moment-là j'écrivais énormément de textes, de chansons, etc. Donc j'adorais ça, quoi. Et donc après, bah, bien sûr, bon, voilà, il y a eu cette petite parenthèse musicale qui a duré quelques temps. Et puis après, bah, voilà, donc, je me suis plus concentré sur le lancement de l'auberge, donc là où je suis avec Virginie, qui s'appelle Sur la Roche. Et donc là, ben, là enfin, pendant des années, on a essayé de faire fonctionner l'auberge et de la lancer. Tu vois. Et, euh, et donc, ben, je sais plus trop ce que je voulais dire en fait. Donc, tu parlais. On parlait du lancement du livre, comment est-ce qu'il était, Oui, alors oui, le arrivé lancement sur, du livre, oui, alors oui, alors oui, j'étais attiré par les mots, les chansons et tout ça, mais jamais j'aurais pensé un jour écrire un livre. Et puis il y a eu le Covid, donc l'arrêt en fait de l'auberge total, donc le grand vide hein, en fait, le grand vide. Moi, j'aime pas le vide, hein, j'ai toujours été très occupé, donc du coup l'auberge s'est arrêtée, donc on a trouvé des occupations au début avec Virginie, donc on a remis on a rangé, un peu comme tout le monde. On a mis de l'ordre, on a organisé, on a fait tout ce qu'on a pu, mais à un moment donné, il y avait quand même ce vide. Genre, je faisais beaucoup de sport, on pouvait faire du sport autour de la maison sur 1 kilomètre, etc. Et puis il y a eu cette envie peut-être d'écrire des choses sur mes expériences en entrée, alors mes aventures, mes mésaventures, etc. Et puis, dans un premier temps, ben, ben, on en parlait un petit peu jeudi, j'ai écrit ma première course. Et puis, plutôt que me dire, bah, je vais essayer de publier ça et puis machin et bidule et je vais continuer, je me suis dit non, il faut quand même soumettre ça à quelqu'un enfin, des gens qui sont un petit peu dans le milieu enfin, en tout cas au moins dans l'écriture, dans l'édition, je ne sais quoi. Et donc, j'ai fait appel à quelqu'un que je trouvais, enfin, qui a vraiment, enfin, qui m'intéresse vraiment dans le sens écriture, que je connaissais pas du tout. J'ai fait au culot, je lui ai envoyé un message en lui disant voilà, j'écris un petit peu, j'écris un truc là, est-ce que tu pourrais lire et puis me donner ton avis par rapport à ou de m'aider à recadrer les choses, je ne sais quoi. Et lui, il m'a répondu très rapidement en me disant qu'il fallait vraiment que je continue et puis voilà. Puis après voir un petit peu ce que ça pourrait donner peut-être
arriver à faire un livre ou pas, hein. Enfin, pour moi, c'était pas vraiment le but au départ, quoi. Et voilà, donc après, bah, j'ai écrit ça, et puis après j'en écris une autre, et puis une autre, et puis j'écris mes expériences sur l'UTMB, une course en ski aussi improbable que j'ai fait il y a quelques années, une course de très très longue distance en Italie, où il a fallu faire un choix de matériel. Alors là, ouais, il y a un passage qui est assez épique où en fait c'est une course en ski alpe, mais que j'ai fait avec un autre moyen de locomotion. Bref. Et puis d'autres aventures, hein. Bah, la 6000, j'en parlais tout à l'heure. J'ai écrit aussi j'ai écrit ma course en Argentine aussi, où il s'est passé des choses. Alors là, c'est moins marrant en fait, c'est moins marrant l'Argentine, mais enfin c'est comme ça, il y a pas que des choses marrantes. Donc voilà, c'est mes aventures à moi, mes expériences aussi, et puis le fait aussi d'essayer d'année en année, d'essayer de comprendre un petit peu la discipline, parce que c'est vrai que le trail c'est tellement, euh, comment dire, il y a tellement de paramètres en fait pour arriver à être ne serait-ce qu'à faire à pratiquer dans la sérénité, etc., quoi, parce qu'il y a beaucoup de voilà. Donc moi je réfléchis beaucoup à tout ça, et j'aime bien aussi essayer d'optimiser tout ça, ouais. Donc le livre, voilà, c'est surtout l'arrêt brutal de la vie normale en fait qui m'a poussé à écrire ce livre, et je regrette pas en fait, parce que je me perçois que bah, je suis assez content de moi en fait, parce que j'ai des retours qui sont sympas, tous les gens qui le lisent me font des retours, et c'est vrai que c'est oui, c'est gratifiant, quoi. C'est sûr que ça doit être. J'en parlais avec pas mal d'auteurs que j'ai reçus sur le podcast, c'est que c'était quelque chose d'écrire qui prend énormément de temps, et quand on voit cet objet qu'on tient entre les mains, ça doit être très gratifiant. Et puis, ouais, je vois très bien le sentiment que tu dois avoir quand tu l'as enfin dans les mains après tout ce temps de travail que ça demande. Oui, et puis au-delà de ça, ce qui est vraiment extraordinaire, moi, parce que en fait, toi, enfin, raconter une aventure de manière précise, ça me faisait un petit peu peur, parce que toi, tu fais appel à ta mémoire et tout ça. Et en fait, c'est incroyable, parce que bon, moi, j'ai toujours une discipline, hein. Depuis tout petit, j'ai toujours pratiqué des choses où c'est pas. Voilà, la musique, c'était des fois 6-7 heures par jour. Le sport, enfin, voilà. Donc moi, c'est pareil. Le bouquin, moi, je me levais à 5 heures du matin pour écrire, quoi. Voilà, tu vois, je peux pas faire autrement que je peux pas faire les choses juste comme ça en prenant quelques demi-heures par-ci par-là, c'est pas possible, quoi. Donc je me suis réellement, je suis réellement rentré dans les choses que je voulais raconter. Et en fait, tu t'aperçois que la mémoire, elle revient en écrivant, en fait. Et je me suis surpris en fait à raconter des choses que comme ça, de but en blanc, enfin, je m'en souvenais plus du tout, quoi. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, tu arrives à vivre, à revivre ta course, quoi. À revivre ce qui t'est arrivé. Alors, pas forcément la course, mais ça peut être l'avant. Ça peut être je raconte le Japon, par exemple. Donc, je suis parti au Japon avec un copain qui s'appelle Charlie. Charlie Basco Streller. Alors, c'est Charlie, mince, son nom, je sais plus. C'est l'organisateur de l'UTMPMA, Charlie. Je sais plus son nom. Bref, je suis parti au Japon avec Charlie, et donc ce qui est surprenant, c'est que j'arrive à raconter le Japon de manière très précise, ce qu'on a fait tous les deux, parce qu'on est parti quand même presque 15 jours. Donc il n'y a pas eu que la course, il y a eu autour, il y a eu la découverte du pays, les us et coutumes, tout ça. Et donc tu t'aperçois en fait que tu arrives à te rappeler de souvenirs hyper précis, quoi. C'est ça qui m'a si botté, quoi. C'est ça qui est assez tripant dans le fait d'écrire, quoi. C'est c'est que tu t'arrives à te plonger tellement profondément dans ce que tu as vécu, que ça en est, ouais, ça te scotche, quoi, en fait. En tout cas, c'est vrai qu'avec toutes les histoires que tu nous as racontées, durant, ces 2 échanges que l'on a eus, ça donne envie d'aller le lire, et puis d'en savoir un petit peu plus sur, toutes ces aventures et mésaventures que tu as pu vivre durant tes courses.
Merci beaucoup Patrick, je sais que tu vas être pris dans d'ici quelques minutes. Juste pour clôturer, est-ce que il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter et dont on n'aurait pas encore parlé? Bon, après, il y a tellement, alors il faudrait encore faire 3 heures, hein, parce qu'il y a tellement de sujets qui pourraient être, voilà. Non, après, moi, j'ai juste envie d'en lancer un petit message d'encouragement à tous les gens qui aiment skier, courir, voilà, qui continuent, qui se fassent plaisir, qui fassent des courses qu'ils n'ont jamais faites, ouais, qui partent dans des, ouais, il faut vivre, quoi. Et il faut croquer la vie à fond, quoi. Moi, c'est le message que j'ai envie de faire passer, parce que il y a tellement de sujets qui sont tristounets, machin, que si on a le bonheur d'avoir un peu de santé et tout ça, il faut en profiter, quoi. Et vivre à fond les choses, quoi. Eh ben, en tout cas, c'est un beau message de clôture et effectivement, ce trail, ce sport qui nous anime tant, nous aide à justement, passer ces épreuves, qui sont parfois un peu difficiles en ce moment et puis, hem, ça nous donne un peu de baume au cœur d'aller courir dans les sentiers et puis, c'est toujours agréable de se vider la tête comme ça. Merci beaucoup Patrick, pour, toutes ces belles histoires et puis ton partage aussi d'expérience sur tout ce que tu as apporté durant nos échanges. Hem, Merci et puis vu comme tu le dis, je pense qu'on pourrait organiser un prochain échange, pour en dire encore plus. Avec, avec plaisir. Ouais, c'est vrai qu'on a juste effleuré les sujets, mais bon, c'est comme ça. C'est ça, on verra ça en Mais en tout 2022. cas, bravo pour tous les podcasts là. Bah, forcément, je me suis penché un petit peu dessus parce que j'en ai écouté pas mal là ces derniers temps là. C'est chouette, ouais. Et Et puis alors j'aime bien lequel tu aussi recommanderais à nos auditeurs? comment? Lequel tu recommanderais à nos auditeurs? Bah, écoute, moi j'ai pas de, non, non, j'ai pas, après moi, comme disait Manon, on a parlé aussi avec Manon là ce week-end. Non, il y a pas, j'ai pas de préférence, parce que en fait c'est des histoires de vie. C'est intéressant en fait de rentrer un petit peu dans la vie des gens. Les vies sont tellement différentes en fait, que même si ça, alors bien sûr il y a des épisodes qui sont plus intéressants que d'autres comme ça à première vue, mais en fait, voilà, c'est la vie des gens. Donc, du coup, c'est intéressant, en fait. C'est bien aussi j'aime bien aussi ta façon de faire, de laisser parler, de laisser. Puis toi, là, tu m'as laissé partir sur le saut à ski. Moi, ça me fait plaisir, en fait, de parler de saut à ski, parce que on n'en parle pas beaucoup. C'est un sujet, voilà, et on n'en parle jamais du saut à ski. Et toi, tu as laissé filer, et j'aime bien ça, en fait. Et quand tu es auditeur, quand tu écoutes, c'est génial, parce que toi, nous, enfin, on vit dans une société. En fait, moi, j'écoute pas mal France Inter des fois, et ils m'énervent des fois parce qu'en fait, ils ont des interlocuteurs, et et immanquablement, les questions, elles reviennent trop souvent, en fait. Et donc, du coup, il s'est jamais suffisamment développé pour qu'on laisse la parole aux gens, même sur enfin, moi, j'écoute pas beaucoup de débats politiques, si tu veux, mais en fait, un peu, de temps en temps, et en fait, tout est morcelé, donc c'est dommage, je veux dire. Faut laisser, en fait, la vague, faut laisser parler les gens, quoi. C'est comme ça que tu les connais le mieux, en fait. C'est parce que souvent les gens ont peur du silence aussi. Ouais, c'est ça, oui, oui, il y a une espèce de flux comme ça constant. Et puis, oui, le silence, toi, le silence dans la musique, il est primordial, en fait. Quand il n'y a plus de silence dans la musique, il y a plus de musique, quoi. Enfin, pour moi. Mais voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup. Je prends vraiment à cœur ce beau message et puis, c'est vrai qu'après 130, plus de 130 épisodes publiés sur le podcast et ben, il y a toujours de belles histoires encore à raconter et personnellement, je me lasse pas de les écouter. Donc, merci beaucoup. Ouais, eh ben merci François, et puis bravo pour toutes ces émissions. On suivra ça avec intérêt. Bah, c'est bien, parce que moi j'aime bien écouter. Par exemple, toi, j'en ai écouté un tout à l'heure, sur les skis. Ah, ça a bugué un peu parce que j'ai pas comment j'ai fait pour télécharger mon. Enfin, bref, mais c'est pas grave. J'écouterai la fin plus tard. Merci, et puis D'accord, en ça tout cas marche. bonne fête de fin d'année à tout le monde, et puis bah, on se retrouvera peut-être un jour sur une course. Avec grand plaisir. Merci Patrick, à bientôt.
Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.